Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 1er avril 2024, ce n'est pas un poisson d'avril, je vais en fait vous lire quelques définitions issues du grand livre de la parapsychologie et du paranormal. J'ai choisi des termes qui sont relativement simples à comprendre parce qu'il est des expressions qui nécessitent des recherches très approfondies, notamment la physique quantique. Je n'y connais rien. Il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi pour pouvoir, les amis, vous éclairer à ce sujet. Alors, j'ai commencé par un ordre non pas aléatoire, mais par l'ordre alphabétique. Donc, il s'agit d'un abécédaire. Je vais prendre des termes qui sont utilisés assez régulièrement, notamment en transcommunication instrumentale et dans les enquêtes de nature paranormale dites sérieuses. Alors je commence par le mot la bilocation. La bilocation, c'est la capacité d'être ou d'apparaître dans deux lieux en même temps. C'est comparable au dédoublement. La clairsentience, c'est un mot anglo-saxon. Il désigne de façon générique la capacité paranormale à obtenir des informations par des facultés autres que la vision ou l'intuition. La clairvoyance, c'est l'aptitude d'une personne à obtenir des informations de toute nature, visuelles, auditives, olfactives, tactiles, intuitives, analogiques, symboliques, etc., sans avoir recours aux voies sensorimotrices ou psychiques normales de nos cinq sens. Il me semble qu'il y avait aussi la clairaudience. Eh bien oui, voilà. La clairaudience, c'est l'aptitude paranormale à recueillir des informations par l'écoute de sons ou de voix, forme auditive de ce que l'on nomme génériquement la clairvoyance. Alors, il est tout un chapitre sur le dédoublement que je vais vous passer, parce qu'il y a pas mal de termes anglais, je ne vois pas bien l'intérêt. On parle aussi des chamans. Or, d'après ce que j'ai compris, et cela vient d'un médium sérieux, il faut toute une vie, voire plus, pour être chaman. Donc je ne vais pas aborder ce sujet. Le déjà vu, c'est une expression anglo-saxonne tirée du français qui désigne le sentiment d'une personne ayant la très nette sensation que certains événements du présent ont déjà été vécus auparavant. Peut-être y a-t-il un lien à faire avec l'une ou l'autre vie antérieure. Ça, c'est moi qui rajoute, bien sûr, ce petit commentaire. L'écriture automatique, je suis très dubitatif à cet égard. C'est l'aptitude à écrire des messages intelligibles sans contrôle conscient ou connaissance de ce qui est écrit. Mieux vaut se méfier de cette pratique ésotérique. Alors, un ectoplasme, c'est le nom donné par le français Charles Richer à une substance semi-fluide, vaporeuse et lumineuse, souvent blanchâtre, pouvant prendre une multitude de formes, aussi bien d'objets que d'un corps humain, d'un visage ou d'une main. On parle alors de matérialisation. L'ectoplasme, qui semble provenir du corps du médium, a la particularité de se déformer en permanence. Également appelé autrefois téléplasme ou idéoplasme et de nos jours plasmapsie. Vous voyez les amis, il est des termes très compliqués. L'ectoplasme est aujourd'hui rapproché soit des phénomènes de psychokinésie, soit des différentes formes d'apparition, donc les apparitions fantomatiques. Mais dans tous les cas, aucune certitude n'a été établie sur ce sujet. L'empathie,
C'est un terme qui va intéresser certaines personnes de la communauté CMPR et d'autres, bien sûr. C'est la faculté de s'identifier à quelqu'un, de ressentir ce qu'il ressent. Dans le cadre spécifique de la parapsychologie, c'est la capacité à comprendre les expériences ou les états émotionnels d'autres personnes ou d'animaux. C'est un terme utilisé fréquemment en référence à la compréhension psychique de ce que ressentent et perçoivent les autres, qu'il s'agisse d'émotions ou de sensations physiques, douleur, chaleur. Il peut également être employé pour désigner l'aptitude de certaines personnes à enregistrer leurs émotions avant de les envoyer psychiquement vers le mental d'autres personnes. Cela nous renvoie au médium, bien sûr. Les esprits, mais je suis mal cadré. Les esprits. Les esprits. Si tu allumais la grande lumière, je pense que c'est plus simple. Alors, je vais mettre le bouquin de cette façon, ce sera peut-être plus facile pour lire. Voilà, comme ça. Essayez d'éviter de vous éblouir. Le terme esprit est généralement employé pour désigner la forme désincarnée à laquelle tout individu parvient après sa mort quand, après la perte de son corps physique, son existence se limite désormais à une énergie non corporelle qui cependant autorise des contacts et diverses formes de communication tant avec les vivants qu'avec d'autres entités non matérialisées. Dans cette optique, le monde matériel dans lequel nous évoluons tous les jours se double d'un monde invisible où évoluent des êtres immatériels qui soit viennent de sortir d'une incarnation, donc réincarnation, soit attendent d'entrer dans un nouveau corps. C'est sur ces bases qu'est fondée la théorie du spiritisme, en accord avec les anciennes conceptions du karma. Il est écrit entre guillemets ici, et de la réincarnation propre à de nombreux courants religieux. Il existe ainsi, dans ce monde parallèle, une véritable hiérarchie des esprits, établie en fonction de leur degré d'élévation spirituelle. Toute incarnation dans la matière doit permettre à l'esprit de progresser, de s'élever vers la lumière, après quoi, en fin d'existence terrestre, il abandonne le corps qui servait d'enveloppe à son âme et revient dans le monde primordial de l'invisible où il retrouve sa forme énergétique initiale. Si tous les êtres accèdent un jour ou l'autre à la condition d'esprit, ils ne sont pas pour autant investis systématiquement d'une mission de guide spirituel, ce qui requiert un niveau spirituel déjà très élevé et nécessite de la part de l'esprit d'avoir franchi certains paliers dans la hiérarchie des entités spirituelles. Cela signifie que tous les esprits, s'ils peuvent d'une manière ou d'une autre entrer en contact avec les êtres incarnés, c'est-à-dire nous, ce qui n'est pas non plus toujours possible, ne sont pas forcément des êtres de lumière, missionnés, donc ayant une mission, pour transmettre un savoir spirituel aux humains. Je vous renvoie au film Nos Solar, qui est très intéressant à cet égard aussi. Un être de lumière. Les êtres de lumière sont des entités spirituelles, des êtres qui sont passés par le périple de la matière, donc ce sont des êtres immatériels et ont vécu dans ce monde, ainsi que dans d'autres mondes. Il y a très longtemps, ils ont atteint un niveau d'élévation spirituelle qui leur permet désormais de ne plus avoir à se réincarner dans un corps de chair. C'est par leur élévation spirituelle qu'ils ont rejoint la lumière et sont à présent capables de la transmettre. Donc ce sont des êtres qui ne se réincarnent plus.
L'expérience de mort imminente, ou Near Death Experience, désigne une expérience vécue dans des circonstances à proximité immédiate de la mort, que ce soit pour des raisons de maladie, d'accident ou de choc physique, psychique survenu brusquement. Durant les 30 dernières années du XXe siècle, des milliers de témoignages ont été recueillis dans le monde entier par des professionnels de santé, des psychologues, des anthropologues, provenant de personnes de toute nationalité, de tous âges, religions ou cultures. La personne qui fait le récit d'une EMI évoque une dimension autre, un au-delà, hors du temps et de l'espace où toute trajectoire humaine prend soudain une autre dimension. Une étude récente a montré qu'environ 30% des personnes qui ont frôlé la mort, soit par accident, soit par maladie, rapportent un récit de MI. Dans les cas, la personne qui vit une telle expérience passe par un certain nombre de phases identiques. Sortie du corps, grande surprise, sensation de bien-être, déplacement dans une sorte de tunnel, arrivée dans la lumière, rencontre d'entités et d'êtres de lumière, communication par télépathie, panorama de vie, décision de retour, consenti ou imposé, chemin inverse, réveil brutal dans le corps, transformation de la personnalité du sujet. Tout cela est très intéressant. Je continue. Il y a pas mal de termes, les amis, que vous aurez un jour ou l'autre l'occasion de rencontrer, que vous avez certainement déjà rencontré. Une hallucination, c'est une expérience sensorielle qui ne correspond pas à une réalité physique. Haunting ou hantise, c'est un mot d'origine anglo-saxonne, désigne un phénomène paranormal tel qu'une apparition, un son inexpliqué, une odeur ou toute autre sensation associée pour une période plus ou moins longue à un lieu particulier. Je ne sais pas si je dois vous parler de l'hypnose. On pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet. La lumière, mais j'en ai déjà parlé auparavant, dans le cadre spécifique de la parapsychologie, c'est essentiellement lors des expériences de mort imminente qu'il est fait allusion à une lumière intense, spécifique à l'accès à la phase transcendantale, dont les témoignages ont souvent du mal à rendre compte avec justesse, tant elle irradie une luminosité hors du commun. J'aurai l'occasion de vous parler aussi de la transcommunication instrumentale. Un médium, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est, je vous lis la définition, c'est une personne réputée, douée de la capacité de communiquer avec les esprits. Il existe des médiums empathes aussi. Métapsychique, c'est ce qui concerne les phénomènes psychiques inexpliqués. C'est un terme très utilisé lors de la grande vogue du spiritisme au début du XXe siècle. Puis, les métapsychistes ont orienté leurs travaux vers des thèses ne faisant pas intervenir l'au-delà pour expliquer les phénomènes inconnus. On en revient à la NDE, Near Death Experience, expérience d'origine anglo-saxonne qui signifie littéralement expérience proche de la mort. Généralement et largement employée dans le domaine de la parapsychologie par la formule NDE résultant de l'abréviation de ces trois mots. Elle désigne une expérience vécue dans des circonstances de proximité immédiate de la mort, que ce soit pour des raisons de maladie, d'accident ou de choc physique, psychique survenu brusquement. Et donc j'ai la répétition de ce que je vous ai dit précédemment sous le vocable EMI. Je ne vais pas vous relire
le même paragraphe. Le paranormal, c'est un mot d'origine anglo-saxonne et il signifie littéralement à côté ou au-delà du normal. Il désigne de façon générique tout phénomène inexplicable du point de vue de nos connaissances scientifiques actuelles, ce qui signifie que, un jour ou l'autre, il sera possible de rendre normal ce qui, à la date de ce jour, est toujours considéré comme étant inexpliqué, inexplicable. Alors, les perceptions extrasensorielles. On désigne par cette appellation des perceptions qui ne transitent pas par les voies habituelles et naturelles de nos cinq sens. On distingue généralement différentes sortes de perceptions extrasensorielles. Les ESP spatiales, ESP signifie Extrasensory Perceptions, donc spatial, télépathie, clairvoyance, et les ESP temporelles, précognition, rétrocognition. Le poltergeist, c'est un mot d'origine allemande qui signifie esprit frappeur. Il désigne de façon générique un certain nombre d'effets PK, coups frappés, bruit divers, déplacement, apport, disparition d'objets, généralement involontaires, spontanés et répétitifs, que la plupart des témoignages permettent de rattacher à l'activité psychique inconsciente d'un adolescent, souvent une jeune fille proche de la puberté. Le sujet répand au dehors son énergie comme s'il avait cassé un objet. Le conflit intérieur étant ainsi révélé, se résout comme après une séance d'analyse. Dans le poltergeist, l'émotion s'exprimant de manière brutale, sauvage, atteint une puissance que n'aurait jamais une psychokinèse ou une simple réalisation de souhait. Le phénomène de poltergeist, induisant des pulsions inconscientes difficilement contrôlables par le sujet, ferait donc référence à une action directe de la pensée sur la matière. La forme la plus répandue de poltergeist consiste en des bruits appelés RAPS. R-A-P-S. La prémonition ou la prédiction. C'est une forme de monition qui fait intervenir des données concernant le futur. Autant la monition s'inscrit généralement dans le présent, donnant à voir ce qui existe dans la sphère du simultané, autant la prémonition est davantage de l'ordre du pressentiment et anticipe sur ce qui n'existe pas encore mais va advenir, également appelé précognition. Donc, précognition ou prémonition sont synonymes. Alors ici les amis, une photo de Elisabeth Kubler-Ross dont on a parlé, sauf erreur de ma part, sur la chaîne de Cherry Medium tout récemment. J'essaie de bien vous la montrer. Voilà. Donc dans la rubrique communauté de la chaîne CMPR, vous avez régulièrement des invitations à participer, à visionner l'une ou l'autre conférence organisée par Cherry Medium et par d'autres médiums aussi, ça va de soi. Donc quand vous en avez la possibilité, je vous y invite bien entendu. La psychokinésie, c'est un mot traduit de l'anglais, psychokinésis, créé par l'américain J.B. Rhine en 1934, dont l'abrégé est PK. Donc PK est l'abréviation de psychokinésie. Elle désigne l'action paranormale sur le monde physique. À différencier de l'obtention paranormale de connaissances par le biais de perceptions extrasensorielles,
telles que la télépathie, la clairvoyance ou la précognition. Les phénomènes de psychokinésie ou la psychokinèse les plus étudiés concernent des déplacements d'objets, jets de dés, chutes de balles, lévitation, torsion de métaux. Quant à l'explication du phénomène en lui-même, de nombreux chercheurs considèrent que la psychokinèse résulte d'une action directe de la pensée d'un sujet psy sur la matière. D'autres évoquent une influence pour expliquer les capacités de psychokinésie de certains sujets. D'autres encore font référence à des influences religieuses, laissant clairement apparaître des explications de nature culturelle plus que réellement scientifique. Le terme radio va me renvoyer à la transcommunication. La rétrocognition, c'est l'acquisition, par le biais de facultés paranormales, d'une connaissance sur des informations relatives à un événement ou une situation passée. C'est très long, si je veux tout lire, les amis, nous allons y passer la nuit. On pourrait parler, on va le faire d'ailleurs, du sixième sens. Le sixième sens est une expression créée en 1928 par le français Charles Richer dans son livre intitulé Notre sixième sens. Il y développe l'idée selon laquelle, au-delà de nos cinq sens classiques, qui nous permettent de percevoir immédiatement ce qui nous entoure par le biais de sensations et de réflexes, ainsi que d'acquérir des connaissances, il existe une autre voie sensitive par laquelle nous proviennent d'autres informations. C'est ce qu'il appelle le sixième sens. Selon sa définition, il s'agirait d'une faculté inhabituelle et exceptionnelle, conférant à celui qui la possède une acuité remarquable pour déceler des faits et des informations auxquelles tout un chacun ne peut accéder. Il est ainsi le premier à parler de connaissance extrasensorielle de la réalité. Selon Richer, ce sens est celui qui nous fait connaître une vibration de la réalité, vibration que nos sens normaux ne peuvent pas percevoir. Cette sensibilité cachée permettrait à la conscience de la personne d'extraire des informations, des vibrations qui caractérisent la matière grâce à la lucidité faite de clairvoyance et de télépathie. Le sixième sens serait ainsi présent chez tous les individus à des degrés divers et latents, n'effleurant le plus souvent la surface de la conscience qu'en des instants particuliers ou exceptionnels. Le spiritisme. Je vais faire une petite pause et je vous parlerai ensuite du spiritisme tel qu'il est expliqué dans le grand livre de la parapsychologie et du paranormal. A de suite les amis. Donc les sujets suivants dont je vous parlerai, je ne fais qu'effleurer, hein, attention, parce que je pense que pas mal de sujets qui sont développés, enfin qui sont plutôt indiqués dans ce livre mériteraient une conférence. Hein. Il y a aussi la synchronicité, la télépathie, la télékinésie, la transcommunication instrumentale, les visions, la voyance, les white noise, les bruits blancs. Donc, je vous parlerai de tout cela de façon un peu plus lente, car j'ai pas l'habitude de faire la lecture. Merci Maloulou, c'est Maryse qui me sert un petit café. Je pense que vous pouvez, les amis, en faire autant pendant que je prends ma pause. Tu veux lire à ma place? Tu peux, hein?
Tu ne sais plus lire? Un N'importe quoi, n'importe quoi. Tu sais lire. Non, je sais pas lire. À partir du moment où l'on fait de la transcommunication instrumentale, on sait lire, on sait écrire, et surtout, on a une faculté auditive qui se développe à mesure que l'on s'exerce. Mais nous n'en sommes pas encore là pour le moment, nous allons parler du spiritisme. Vous voyez les amis, c'est un bouquin assez imposant, mais qui ne développe pas vraiment les sujets donc, qui sont abordés par ailleurs par des médiums qui sont connus et reconnus. Donc n'hésitez pas à l'occasion de regarder dans la rubrique communauté de notre chaîne, qui est aussi la vôtre d'ailleurs, lorsque l'une ou l'autre conférence a lieu, la date, l'heure. Généralement, c'est dans cette rubrique-là que je précise les choses. Parlons du spiritisme. Je pense qu'il y a eu d'ailleurs tout récemment une conférence de Thierry Saint-Aubin au sujet du spiritisme. Donc n'hésitez pas à la médiumnité et sur le spiritisme aussi. Donc n'hésitez pas à y aller, à regarder, à bien écouter attentivement. C'est très bien expliqué. Voilà. Le spiritisme. On attaque la seconde partie. Je regarde si l'enregistrement tourne toujours. Oui, c'est le cas. Le spiritisme, qui soutient l'existence de la survivance de l'âme, a vu le jour en 1847 dans une petite ville des États-Unis appelée Hydesville, quelque part dans l'État de New York. Dans une ferme de la région, une famille comme bien d'autres, les Weckman, est terrifiée par des bruits inconnus qui surviennent la nuit, semblant sortis de nulle part, mais pourtant très présents. L'idée qu'un fantôme habite les lieux se répand peu à peu dans la région, jusqu'à ce que la famille tout entière quitte l'endroit. Quelques mois plus tard, c'est au tour de la famille Fox de venir habiter la ferme. Les phénomènes inexpliqués recommencent aussitôt. C'est alors que les deux filles des Fox, Margaret et Kate, qui ont respectivement 14 et 12 ans, semblent se familiariser avec ce qu'elles prennent, elles aussi, pour un fantôme. Kate a alors l'idée de répondre à ce qui s'apparente à un langage de coups par des claquements de doigts, tel un jeu du genre question-réponse. Laissant parler son instinct, la fillette franchit à nouveau pas dans cet étrange contact, en demandant à ce qui se manifeste de répondre par un certain nombre de coups suivant les cas. Et cela marche. Une forme de communication intelligente et intelligible entre les vivants et les esprits vient de voir le jour. Rapidement, toute la famille Fox est convertie à ce langage des coups qui se révèle être un véritable dialogue avec un interlocuteur invisible. Toujours avec l'accord de l'auteur des coups, les séances familiales se multiplient, puis s'étendent aux notables de la région. Une nouvelle étape est franchie lorsqu'un Quaker, je pense que c'est une sorte de religion aux États-Unis, nommé Isaac Porte, réalise un alphabet spécialement destiné à ces manifestations. Chaque lettre est l'équivalent d'un certain nombre de coups. Les contacts avec l'intelligence en question deviennent dès lors beaucoup plus précis. Ce mode de communication permettant d'entrer jusque dans les plus petits détails. Grâce à cette nouveauté, l'esprit qui communique avec la famille Fox révèle bientôt sa propre identité et son histoire. Cette dernière, sérieusement contrôlée sur le terrain, est rigoureusement exacte. Les esprits confirment par leur message qu'il n'y a là rien dont il faille avoir peur. Donc il faut éviter d'avoir peur de tout et de rien. Ce qui importe est bien ce nouveau type de contact qui vient de s'établir
entre le monde des vivants et celui des esprits. Le temps est venu pour ces derniers de dévoiler au monde entier ce qu'ils appellent une vérité éternelle, pour guider les pattes des hommes et leur délivrer des messages de paix et de bonheur. Désormais, une nouvelle ère commence qui va dévoiler aux humains les contours d'un univers illimité, riche de toutes les connaissances et de tous les espoirs. L'engouement pour le spiritisme gagne bientôt presque la totalité. L'engouement pour le spiritisme gagne bientôt la presque totalité des États-Unis. Il sera relayé en Europe par le français Hippolyte Léon Denisard Rivail, plus connu sous le pseudonyme d'Allan Kardec, auquel les esprits révèlent qu'il a été choisi pour mettre en forme et faire connaître au monde la doctrine spirite. Pour ce qui concerne les phénomènes spirites, cette conception de l'univers est partagée par de nombreuses religions, à la différence près que les dits phénomènes ne sont pas fondés sur la seule foi, et font au contraire appel à des phénomènes paranormaux qui semblent démontrer aux spirites l'intervention d'esprits de personnes décédées. Bien évidemment, depuis un siècle et demi, de nombreuses controverses ont vu le jour, tant entre les scientifiques et les spirites qu'avec la religion, ou même dans le cadre plus restreint des milieux spirites. Ainsi, les spirites et les parapsychologues soutiennent l'existence de facultés paranormales chez l'être humain. Facultés qui en font un sujet psy. Mais cette existence, qui constitue l'hypothèse du sujet psy, permet pour les parapsychologues d'expliquer les phénomènes spirites sans avoir recours à l'hypothèse spirite. Au contraire, pour les spirites, certains phénomènes ne peuvent pas être expliqués par l'hypothèse du sujet psy. Tout ça est assez compliqué. Il faut relire, il faut réécouter. Je vous parle à présent de la synchronicité. Je vais vous lire ce qui est dit à ce sujet. C'est un terme qui est utilisé par Carl Gustav Jung pour désigner des faits matériels ou psychologiques survenant au même moment ou dans un instant bref, qui se révèlent porteurs de la même signification, sans qu'il soit toutefois possible de leur attribuer une relation de cause à effet, d'où l'appellation de relation acausale, c'est-à-dire vous avez l'alpha privatif, donc relation sans cause. Lorsqu'elle établit la relation entre un fait et une pensée par le biais d'une signification, la synchronicité fournit donc un cadre cohérent aux phénomènes paranormaux, ce que la science n'est jamais parvenue à établir. La télékinésie. Pas de très bonne vue, malheureusement. C'est un autre terme qui désigne les phénomènes de psychokinésie, impliquant les effets psy provoqués à distance sur des objets. La télépathie, tout le monde en a déjà entendu parler. C'est un mot qui a été créé en 1882 par le chercheur P.W.H. Myers, désigne la communication d'impressions de toutes sortes d'un esprit à un autre, indépendamment des voies sensorielles reconnues. On appelle agent celui qui émet l'impression et percipient celui qui la reçoit. Différentes hypothèses de chercheurs avancent que c'est soit l'agent, soit le percipient qui va vers l'autre mentalement pour deviner le message à partager. La majorité des spécialistes a longtemps pensé que l'agent est actif et le récipient passif. Pour d'autres, tenant à l'école de Charles Richer, la clairvoyance est le phénomène principal et la télépathie un cas particulier. La percipience étant alors
la faculté réellement active. De fait, c'est finalement la seconde hypothèse qui est aujourd'hui la plus retenue, envisageant la télépathie non pas comme une transmission, mais comme le résultat d'une harmonie analogue à celle qui existe entre un émetteur et un récepteur radio. Pour sa part, l'éminent chercheur américain J. B. Rhine suppose que le percipient est actif. Clairvoyance et télépathie sont à ses yeux deux aspects d'une même fonction qu'il appelle perception extrasensorielle, ESP. C'est aussi l'hypothèse qui prédomine aujourd'hui. La croyance au sujet psy favorisant la thèse d'un percipient actif. On considère de nos jours que la télépathie, souvent appelée transmission de pensée dans le langage populaire, est probablement la faculté paranormale la plus répandue et sans doute aussi la plus accessible à tout un chacun, ce qui signifie que nous en sommes tous doués. Quant au caractère simultané de la télépathie, il est désormais clairement établi qu'elle permet de percevoir instantanément une information malgré une distance considérable, mais qu'en tout état de cause, cela n'est pas systématique, car nombre d'exemples révèlent un décalage important entre l'émission et la réception, semblant montrer que la transmission, le partage d'émotions, ne devient véritablement effective que lorsque le percipient est au repos, ce qui tend à établir que la télépathie existe et fonctionne de façon totalement indépendante des critères de temps et d'espace. La transcommunication, et je pense que pour aujourd'hui nous en arrêterons là. Si cela vous intéresse les amis, vous n'hésitez pas à me le faire savoir, puisque j'aurai encore l'occasion, si c'est le cas, de vous parler des visions, de la voyance, des white noise, donc des bruits blancs, donc la transcommunication, également désigné par le terme transcommunication instrumentale, même métaphonie, même appelé sous le terme métaphonie. C'est pourquoi je vous dis qu'il est intéressant de suivre les conférences que Thierry Medium met en ligne régulièrement. Donc la métaphonie, c'est la transcommunication instrumentale. Alors, elle désigne le fait qu'un défunt se manifeste au vivant par le biais d'un instrument. Les témoignages font état de visages ou de silhouettes blanchâtres apparaissant sur les écrans de télévision, de voix audibles à la radio ou sur des enregistrements de magnétophones que des proches reconnaissent comme celles de personnes décédées. Attention, il est des voix désincarnées étant donné que les défunts deviennent de l'énergie, non plus de larynx, donc il est très rare qu'ils puissent s'exprimer comme ils le faisaient du temps de leur vivant, sauf s'ils se manifestent à un médium, ça va de soi. Bien que certains de ces témoignages soient très troublants, aucune validation officielle n'a pu à ce jour établir la réalité, ou tout au moins donner une explication satisfaisant la majorité des chercheurs, quand bien même il a été démontré par ailleurs que l'esprit humain peut effectivement, dans certaines circonstances précises, avoir la faculté d'impressionner une pellicule photo, pareidolie visuelle. N'oubliez pas qu'il existe aussi des pareidolies auditives. Donc prudence les amis, mais je vous encourage, et je ne suis pas le seul à le faire, à tenter la transcommunication instrumentale. Rien ne garantit que vous obtiendrez des résultats immédiatement, mais je pense que au fil du temps, vous parviendrez à obtenir l'un ou l'autre contact. Voilà, il faut persévérer dans ce domaine aussi. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire, puisque Maryse est un peu plus loin, ce que vous pensez de cette lecture, si vous souhaitez que à l'avenir je poursuive, que je
J'ai essayé d'entrer plus dans les détails. N'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Voilà, je vous remercie. Je vais faire à présent une autre petite vidéo qui n'est plus en rapport avec le contenu de ce bouquin, le grand livre de la psychologie, le grand livre de la parapsychologie et du paranormal. Voici. Qui est écrit par Bernard Baudouin. Avant de conclure, je voulais vous montrer quelques photos de personnes que j'ai mentionnées. Il en est d'autres évidemment. Voilà, Carl Gustav Jung. Charles Richer, il en a été fait ici, donc il en a été fait mention. Charles Richer, donc à ma droite, donc juste en vis-à-vis de Carl Jung. Je ne crois pas avoir mentionné d'autres personnes jusqu'à présent. Et je retiens que je me suis... Ah oui, Alan Kardec. Je ne sais pas si je vais trouver une photo de lui. Vous trouverez sur Google facilement, je pense. Alan Kardec. Attention, je vais plus loin. Il y a plein de personnes. Hein. Disons que ce bouquin répertorie les termes les plus fréquemment utilisés. Il les développe. Non, je ne le trouve pas. Donc une chose à savoir, c'est que médium ou prophète, c'est la même chose. Hein. Je n'ai pas trouvé de photo d'Alan Kardec dans ce bouquin. Tu regardes un peu, Loulou, si tu trouves. Tu ne l'as pas vu non plus. Mais vous trouverez sur Google facilement, les amis, je pense. Hein. Tu ne l'as pas trouvé non plus. Eh bien voilà, les amis. Sur ce, je vous laisse toutes et tous de la caméra et pas du cœur. Il en est demain pour Maryse et je vais à présent faire une autre petite vidéo qui n'est plus directement, même indirectement, en rapport avec ces explications théoriques, mais qui, si vous lisez entre les lignes, vous permettront de vous lancer, si vous ne l'avez pas déjà fait, dans la transcommunication instrumentale, puisque c'est un peu le but de vous amener à ce que vous puissiez vous aussi faire de la TCI, de la métaphonie. C'est le terme, c'est un autre terme, une autre façon d'appeler la TCI. Voilà. À bientôt les amis. Passez une excellente semaine. À tout prochainement. Et nous allons passer à autre chose d'ici quelques minutes. Tchuss.